Salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve pour discuter autour du projet du GR10, donc ça va être une foire aux questions. J'en ai quand même eu pas mal, au final j'en ai fait des thèmes histoire de pas trop se mélanger, mais bon, il y a une belle liste. La première question c'est d'où provient l'idée du GR10. Donc à la base elle n'est pas de moi, pour être clair, puisque comme j'ai expliqué dans ma vidéo de présentation, je n'ai jamais fait de rando avant l'été 2018. Donc c'est une amie à moi qui est grande passionnée de rando. Elle, son grand rêve, et je pense que c'est le rêve de beaucoup de grands randonneurs, c'est de réaliser donc le chemin des crêtes du Pacifique. C'est un chemin qui traverse en fait les États-Unis. Donc vous partez de la frontière mexicaine pour aller vers la frontière canadienne. Et donc c'est un chemin qui fait à peu près 4000 km et qui se réalise en 6 mois. Donc c'est un gros projet et donc forcément avant ça, elle était plutôt motivée de réaliser un chemin de randonnée assez un peu plus petit, mais en tout cas qui pousse dans les retranchements. J'avais des amis, donc comme j'ai expliqué dans ma vidéo de présentation, qui réalisaient le GR20 à cette époque-là. Et nous, ce jour-là, on avait choisi une rando qui traversait le GR10 et on s'est dit, pourquoi pas. On m'a demandé si mes entraînements étaient liés au projet du GR. Après, donc, cette idée nous est traversée l'esprit avec mon ami. Je dirais décembre 2018, janvier 2019. On a commencé à aller courir, à aller faire de la randonnée de façon assez bancale. Et comme moi je me fais suivre par un coach sportif privé, je lui en ai parlé. Je pense que quand il a entendu parler de ce projet, il a bien dû rire dans sa tête parce qu'il connaissait mon niveau sportif, mon niveau cardio et je pense qu'il s'est tapé un bon gros fou rire dans sa tête sur le moment. Il m'en a même pas parlé. Donc là, il a commencé à nous préparer tout un programme d'entraînement. Je dirais que c'était principalement moi qui le suivais puisque du coup, mon amie, elle, ça faisait des années, donc comme j'ai expliqué qu'elle faisait de la montagne, donc hormis aller courir de temps en temps pour continuer, la semaine du moins, pour continuer à travailler son cardio, après au final elle avait les montagnes à côté. J'avais 3 séances de course par semaine ainsi que 2 séances de crossfit. J'étais très mauvaise en randonnée, mais quand je dis très mauvaise, c'est que limite je descendais la montagne sur les fesses tellement que j'avais peur de tomber, de me faire une cheville, je ne sais même pas d'où venaient ces peurs. Plus j'avançais dans les entraînements et plus je m'améliorais. Il y a eu forcément un moment où j'ai stagné en termes de progrès et ça a été un facteur assez démotivant, je pense, autant pour elle que pour moi. Une autre question qui est régulièrement revenue, c'est combien de jours de congé j'ai pris pour faire le GR10. 39 jours de congé. Sur ces 39 jours de congé, moi j'avais pour objectif de ne pas passer plus de 34 jours dans la montagne, de façon à ce qu'il me reste donc 5 jours pour me reposer. Une autre question qu'on m'a beaucoup posée, c'est donc pourquoi je suis partie seule. Il y a des raisons que je peux pas vous expliquer parce que ça fait partie de la vie privée de mon ami. Je suis longuement posé la question, est-ce que je pars vraiment ou est-ce que j'abandonne? On était le jour où elle m'a annoncé qu'elle ne pourrait plus m'accompagner, donc elle me l'avait annoncé au mois de mai 2019. Il me restait donc juin, juillet, août, donc 3 mois pour me décider si oui ou non je pars. Et ça a été un peu compliqué, je vous avoue que j'ai pris une claque. C'est dur pour moi, vraiment très dur cette période-là. Quand j'ai appelé mon coach pour lui annoncer que mon ami ne partirait plus avec moi, la première question qu'il m'a posée, mais tu le fais pour qui? Tu le fais pour toi ou tu le fais pour elle? Et donc il est vrai qu'à ce moment-là je me suis remis en question et c'est vrai que c'est un projet qu'on faisait à deux mais qu'aussi je faisais pour moi et je pense qu'elle aussi elle le faisait pour elle. Ça a été vraiment une étape difficile dans le sens où faire quelque chose qu'on n'a jamais fait et en plus de ça un projet qui n'est pas finalement anodin et partir seule en montagne, waouh, c'était pas facile à prendre la décision mais très rapidement je me suis dit que c'est bon, ok, je pars. Il y a juste eu un couac 1 mois et demi avant de partir, donc je suis partie faire 3 jours de trail avec mon coach en montagne au niveau de Gavarnie. Donc là le but c'était de me pousser dans mes retranchements, de voir au niveau de la durée sur la journée comment j'allais fonctionner. Au 3e jour, je me suis blessée parce que forcément, j'ai pas l'habitude. Je suis toute la journée derrière un ordinateur, donc j'ai pas l'habitude de solliciter mes jambes en continu. Donc j'ai eu une tendinite qui a été très rapidement soignée finalement par le kiné, donc c'était bon pour fin août.
Une autre question qu'on m'a posée, donc c'était le jour J, comment ça se passe? Déjà la veille, j'étais complètement stressée, j'aurais aimé être seule ce jour-là. Mais pourquoi je suis ici? Mais quelle idée m'a pris? La nuit a été affreuse, j'en ai pas dormi la nuit. Et le jour J, donc réveil à 7 h du matin. Comme mes parents restaient encore 24 heures dans la région, j'avais pas pris tout mon sac, donc c'est-à-dire que c'était eux qui avaient ma tente duvet, etc. Donc arrivé après sur la plage d'Andaï, au fameux casino qui est le point de départ. Ça se voit très rapidement le point de départ parce qu'il y a l'ancien casino qui est devenu donc un café. Et en face, il y a la pancarte, une très grande pancarte avec écrit donc GR10. Et il était 8 h quand on est arrivé donc sur la plage. On est allé au café, on a fait du repérage. Et plus ça allait, plus le temps tournait et plus je me disais je peux pas partir. Donc voilà, je suis partie, j'ai commencé à marcher. Première journée, si je devais la résumer, c'était une journée de merde. Nul, mais quand je dis nul, c'est nul. C'est vraiment la journée que j'ai le plus détesté, je pense, de tout. Dans le sens où je suis partie, déjà il a commencé à pleuvoir. Bon, ça à la limite c'est pas très grave, mais un endroit où je me suis installée pour manger, et après il y a des chevaux qui sont arrivés, alors qu'au final j'avais faim, hein, mais vraiment je sentais la faim, mais je ne pouvais pas manger du tout, tout m'écœurait. Par contre j'avais énormément soif. Donc j'ai continué après et puis là je commençais à m'enfoncer dans une forêt où il y avait de la boue. On sentait que c'était la boue un peu vaseuse. Je glissais, je m'enfonçais bien dedans, j'avais déjà mes chaussures pourries. Et en fait il faut savoir que le GR10 quand même longe très régulièrement, très souvent la frontière. Et là à un moment donné sur l'indication ils nous disent arriver au restaurant, traverser et continuer sur le GR10. Quand j'arrive donc à ce restaurant, je me dis traverser, il y avait écrit GR10, une flèche, moi je longe le restaurant et je continue à marcher. En fait au bout d'un moment j'ai réalisé que j'étais en Espagne. Je me suis dit bon mais c'est pas du tout ça parce que normalement il n'y a pas écrit qu'on part en Espagne, donc là je fais demi-tour. En fait, les marques, elles étaient quasiment effacées sur le sol. Quand on arrive en face du restaurant, il faut aller à gauche. Et moi, j'ai longé en fait le restaurant en suivant la flèche. Il y a un moment où j'ai perdu 1 heure. Rien de bien grave, mais bon, pour une première journée, c'est toujours un peu embêtant. Donc là, j'ai continué à marcher. Enfin, la luminosité, c'était même pas le soleil puisque je le voyais pas, mais a commencé à baisser. Et là, ça a commencé à me faire stresser. Je me suis dit, mais c'est pas possible, mais il est quelle heure? Je n'arriverai jamais avant la tombée de la nuit de ma journée, mais un stress, c'était vraiment pas la meilleure journée de ma vie, mais bon, c'était la première journée. Au final après donc j'ai été dans un refuge pour une première nuit, donc le but était de planter la tente, juste je mangeais là-bas, comme ça je pouvais manger avec mes parents et profiter d'eux juste avant qu'ils partent. Et je suis tombée sur un super refuge. Franchement, je le recommande 1001 fois. C'était à Urugne. Le gérant, c'était Alain, mais un amour. Il m'a donné plein de conseils. Il a été super sympa, vraiment. Et puis en plus, il y avait un groupe de jeunes de mon âge aussi qui est arrivé le soir même. Franchement, ça a été la première soirée. Elle a été vachement réconfortante pour moi. Les 4 premiers jours ont été extrêmement durs pour moi parce que j'avais pas l'habitude de marcher, donc tout simplement autant de temps puisque je marchais entre 20 et 30 km par jour et puis le soleil, la pluie, le vent, se lever tôt aussi parce que dans mon réveil sonnait tous les matins à 6 h pour un départ maximum à 7 h 30. C'était un peu dur les 4 premiers jours, mais en fait c'est le temps de rentrer dans le rythme. Une autre question que l'on m'a posée, c'est est-ce que j'étais en autonomie? Donc j'étais en autonomie, en 100% d'autonomie, mais honnêtement j'ai dû dormir, donc j'ai vécu 29 jours en montagne et je pense que j'ai dormi 11 ou 12 nuits en refuge. Après le reste du temps j'étais proche des refuges mais dans ma tente. J'ai jamais été très loin de refuge et les 2 ou 3 nuits où j'ai été loin de refuge j'étais proche. Ça n'empêche que j'étais à 1 ou 2 km d'habitation. Ensuite, on m'a posé la question par rapport au ravitaillement. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, je suis pas très très loin, je suis de la région toulousaine. Donc, du coup, c'est mon père lui-même qui m'a fait un ravitaillement tous les 7 jours. Donc, les ravitaillements qu'il me faisait, c'était donc de la nourriture déshydratée et donc les barres de céréales protéinées que je mangeais.
En termes de super ou des lieux où on pouvait acheter de la nourriture, donc ça clairement tous les jours. Hein. Bon, par contre, il faut savoir que je n'ai pas fait l'Ariège. Il faut vraiment faire attention parce qu'en Ariège, pour le coup, pour avoir étudié les cartes, pendant 4 jours, il y a une grosse zone pendant 4 jours où il n'y a pas de supermarché, donc ça c'est quelque chose à anticiper. Mais dans tous les cas, dans les topo guides du GR10 qui donc, sont sur le site du GR10 en vente, tout est expliqué et on voit bien où est-ce qu'il y a des zones où on peut trouver à manger et d'autres non. Après 4 jours de nourriture à tenir dans son sac, franchement ça se fait puisque moi j'avais toujours 4 jours justement dans le sac. Donc par rapport à la gestion de l'eau c'est pareil, comme tous les jours quasiment je suis passée dans un village ou proche de refuge. Dès que je trouvais un point d'eau, je me remplissais les gourdes. Alors c'est vrai qu'il y en a qui m'ont dit qu'il n'y avait aucun intérêt pour ma part de porter 4 litres d'eau. C'est vrai que sur 15 kilos, j'avais donc 4 kilos d'eau. Mais moi, c'était une de mes craintes et honnêtement, je regrette pas d'avoir porté toute cette eau. Par rapport, donc moi, pour résumer, sur toute la partie alimentation, donc ce que je faisais, c'était que je mangeais des barres de céréales protéinées la journée. Et ensuite le soir, donc soit je mangeais un repas déshydraté donc que j'avais dans mon sac, soit je prenais un repas dans un refuge et après je dormais pas très loin en tente. Du coup par rapport au balisage sur le chemin, s'il était bien fait ou pas, alors là ça dépend complètement des régions. On voit vraiment la différence entre les trois Pyrénées donc, que j'ai traversées. Les Pyrénées occidentales, niveau balisage, même les Pyrénées centrales, franchement j'ai eu le premier jour où je me suis perdue une fois. Et en Pyrénées centrales, je pense que je me suis perdue une fois aussi. Mais alors sinon, franchement, en termes de balisage, c'était nickel. Et les Pyrénées orientales, c'était pas la même chose. Alors là, pour le coup, je me suis perdue, mais j'y suis restée que 7 jours. Mais je me suis vraiment perdue. Et j'étais pas la seule. Il y a eu des jours quand même, c'était assez drôle. Et puis j'ai croisé tellement de gens perdus sur le GR10. J'ai bien rigolé là-bas. Mais ça va parce que au final j'avais mon téléphone, donc ce que je faisais c'est que, ça c'est une astuce qui bon au final nous coûte de la batterie mais bon c'est une astuce qui est bonne à prendre je pense. C'est que j'avais Visio Rando, donc ce que je faisais c'est que je téléchargeais la carte d'une rando qu'il y avait peu importe dans le coin et en fait ça me permettait de voir, il y a le tracé du GR10 tout le long en rose. Et donc je pouvais vérifier si j'étais le long du GR10 ou si je m'en éloignais trop. On m'a demandé donc si j'avais fait des détours. Donc il me semble que j'ai fait 4 détours exactement. Donc déjà pour les détours, il faut savoir une chose, c'est que dans les livres, dans les topo guides du GR10, tous les détours sont notifiés. Donc il y a pas mal de zones où il faut mettre les mains dans le GR10, mais dès qu'il faut mettre les mains, il y a un détour de proposé. Et à chaque fois que j'ai choisi les détours, c'était soit qu'il y avait trop de brouillard, soit il pleuvait beaucoup trop et je me sentais pas en sécurité. Donc en étant seule, on se met beaucoup plus en danger que si on était à plusieurs. C'est comment étaient les refuges, est-ce qu'ils étaient propres, est-ce que je les ai réservés. Moi je réservais le matin pour le soir, enfin, j'ai jamais eu trop à me plaindre. Ça reste un refuge, on reste en montagne, on vient pour vivre une expérience inoubliable, ça fait un peu partie des souvenirs. J'ai pas eu de mauvaises expériences à propos des refuges. Il y a eu un jour effectivement où je suis allée dans des yourtes qui étaient considérés comme le lieu insolite du coin, écologique qu'il fallait absolument aller. Ouais, bon, je m'en serais bien passée de ce jour-là. Oui, ils avaient créé une yourte, donc oui, on pouvait dire ça d'écologique, puisque du coup, ils ont réutilisé tous les objets de la vie que nous, on n'utilise plus, des vieux fauteuils qui étaient mis là pour nous servir à nous, qui avaient été rafistolés, mais bon, voilà, c'était pas exceptionnel. Du coup, on m'a demandé par rapport au téléphone, à tout ce que je devais recharger, comment j'avais fait. J'avais un panneau solaire que j'avais mis donc sur le haut de mon sac, tout petit, il faisait à peu près la taille de le double de mon téléphone. Donc par rapport au chargeur solaire, ce que je faisais c'est que quand j'étais dans des refuges, je le branchais, je branchais jamais mon téléphone mais je branchais le chargeur solaire, comme ça me permettait de gagner en batterie sur le chargeur solaire et toute la journée il était dans mon dos pour prendre le soleil. Donc franchement j'ai jamais eu un souci de batterie. On m'a posé des questions aussi par rapport à l'équipement du sac. Donc ça je pense que je vais vraiment faire une vidéo dédiée à l'équipement du sac pour le GR10 parce que ça va être beaucoup trop long si je m'y engage là-dessus. Je me demande combien de kilomètres j'ai fait par jour, donc comme j'expliquais tout à l'heure, j'oscillais entre, je crois que le minimum que j'ai fait c'était 15 km et le maximum c'était 30.
Et est-ce que j'ai fait des mauvaises rencontres? Ça, on m'a beaucoup posé la question. Je suis pas sûre d'avoir fait de mauvaises rencontres. Il y a eu des rencontres où je n'étais pas à l'aise, hein, des personnes que j'ai rencontrées et je sais pas, il n'y avait pas un feeling qui me rassurait beaucoup avec ces personnes-là. Mais bon, au final, voilà. Après, ce sont des personnes que j'ai évité de recroiser et puis tout s'est très bien passé. Non, vraiment, j'ai pas eu de mauvaises rencontres. C'était au niveau des animaux. Ça, il y a une chose qui était claire là-dessus, c'est que j'ai beau être totalement amoureuse des animaux, il y avait une chose et une seule règle que je m'étais fixée, je me suis complètement interdit de les toucher, peu importe que ce soit chien, que ce soit des brebis, que ce soit des chevaux, des ânes, peu importe l'animal que j'ai croisé en montagne, je préférais dans tous les cas de ne pas le toucher parce qu'on ne sait pas, ce sont des animaux sauvages et on ne sait vraiment pas comment ils peuvent réagir. Je sais qu'une fois j'ai croisé une dame qui marchait et elle a voulu s'approcher des vaches et elle s'est fait charger et donc du coup à la fin elle s'est retrouvée avec le genou en vrac et c'était fini pour elle le GR10. Du coup, si j'ai fait la traversée complète, ben non, je n'ai pas fait la traversée complète puisque j'ai arrêté à Bagnères de Luchon qui est la moitié pour reprendre à Py qui est la moitié des Pyrénées orientales. Donc j'ai pas fait les Pyrénées ariégeoises et le début des Pyrénées orientales. Donc voilà, par rapport au GR10, les principales questions que l'on m'a posées. Après, n'hésitez pas à en poser d'autres, je pourrais toujours refaire une foire aux questions là-dessus. La prochaine vidéo que je ferai, ça sera par rapport à l'équipement du sac. En attendant, merci beaucoup, abonne-toi si ça t'a plu et si tu as des projets de rando à venir ou autres projets sportifs. Ciao!